Pourquoi est-ce que les homos sont si violents lors de leurs manifestations, leurs propos, leurs gestes? C'est une super question. Bon, les homos, je préfère les personnes homosexuelles, même si voilà. C'est un peu long, mais déjà même personne homosexuelle, c'est pas adapté. Bref, c'est vrai qu'on est violent, on est super violent. C'est pas une... Enfin, il y a toujours des exceptions, mais si vous comparez notre discours, nos attitudes, à nous, personnes homosexuelles, dans ces débats, pseudo-débats sur le mariage pour tous, il n'y a pas photo. Rien qu'à Lyon, c'était le 23 novembre, il y a eu une manif à Lyon, donc c'était une manif régionale, c'était pas encore national. Alors que tout s'est bien passé, qu'il y avait un esprit bon enfant des anti-mariages pour tous, il y a eu 40 arrestations de pro-mariage pour tous à l'arme blanche. Ils ont été arrêtés, 40 interpellations pour les arrêter à l'arme blanche. Donc la violence, là les masses médias font croire que les grands méchants c'est les anti-mariages pour tous, mais si on compare, mais évidemment qu'il y a des anti-mariages pour tous qui ont été violents et je justifie absolument pas ça. Mais n'empêche qu'il n'y a pas photo. La violence, la hargne, les propos insultants, c'était en grande partie, majoritairement, chez les pro-mariage pour tous. Alors pourquoi cette violence-là? Parce que quand on n'est pas sûr de soi et qu'en fait on demande quelque chose que l'on ne veut pas vraiment, parce qu'on ne voulait pas du mariage, nous les personnes homosexuelles, vous nous interrogiez il y a encore un an, on n'en parlait pas, on n'en voulait pas. Donc quand on demande quelque chose qu'on ne veut pas, et quand on n'est même pas sûr de nos arguments, parce qu'on se planque derrière 5 pancartes, égalité, droit, progrès, homosexualité, homophobie, c'est les 5 pancartes, mais en fait derrière on sait même pas ce que ça veut dire, ces 5 mots-là on ne sait pas ce que ça veut dire, eh bien on devient violent, parce qu'on n'est pas sûr de soi, on souffre, et qu'on veut cacher cette souffrance-là. Parce qu'il n'y a pas de violence si on n'a pas quelque chose à cacher. Si on n'a pas une grande souffrance à cacher. Et que là, enfin, tout ce qui nous est présenté comme un diplôme qui va nous permettre d'être nous-mêmes, qui va nous donner une reconnaissance sociale, mais qu'on ne veut pas vraiment, c'est des paravents. C'est des paravents. Parce que si on avait vraiment voulu du mariage, on aurait demandé ce qui le distingue du Pacs. Il y a 2 choses qui distinguent le Pacs du mariage, c'est la pension de réversion, donc c'est la retraite, et c'est l'héritage. Est-ce que vous avez entendu chez les pro-mariage pour tous demander ce qui distinguait le mariage du Pacs? Demander l'héritage et la retraite? Non. C'est-à-dire que nous, on demande même pas, on n'a jamais demandé le Pacs et ce que les clauses du Pacs, et on demande pas non plus que le contenu des droits, le contenu légal du mariage. Nous, en fait, dès que quelque chose nous est présenté comme une reconnaissance de nous-mêmes et de notre amour, on le veut. C'est ça qui est dingue. Donc, le mariage, le contenu du mariage, c'est pas ce qu'on veut. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on se sent un peu comme on rentre dans un sketch. On prend très très mal le fait qu'on nous montre, que des gens de l'extérieur viennent nous montrer qu'en fait, on joue un sketch. On le prend super mal. Parce que quelque part, on apprend par les autres qu'on n'est pas libre. Qu'on n'est pas libre et qu'on demande un sketch. Mais de manière sincère. Il y a dans les années 80, Thierry Leluron et Coluche, ils jouaient un sketch. Thierry Leluron, il était déguisé en marié, et puis Coluche était... oui, c'est Coluche qui était en marié, et Thierry Leluron... enfin oui, en fait, en marié, je pensais à... Bon, et Coluche qui était avec en meringue, quoi, déguisé en meringue. La différence entre ce couple parodique-là et les rares couples homosexuels qui vont se marier, c'est que Coluche et Leluron, ils avaient conscience de jouer un sketch. Alors que là, le mensonge,
est couronné par la sincérité. Ils sont très sincères, mais ils sont pas vrais. Et là, et du coup, quand on est sincère et qu'on y croit, eh bien, on est super vexé de s'entendre dire « Attends, mais en fait, c'est un sketch que tu joues. Tu demandes le mariage, mais même si on te le donne, même si on te donne le droit de te marier, tu n'en vivras pas du mariage. Et tu joues un rôle. » Donc, c'est comme ça que j'explique cette violence. C'est qu'on est super vexé de ne pas se rendre compte qu'on joue un rôle. Est-ce que ça vous blesse lorsque l'on vous juge d'homo et non pas par rapport à vos valeurs ? Oui, ça me vexe. Et il y a une violence de l'étiquetage homo. C'est hyper violent. C'est homophobe d'ailleurs. L'identité homosexuelle et la pratique homosexuelle, je l'écris noir sur blanc dans mon livre, c'est homophobe. Parce que, justement, je vous parlais des jeunes, quand je parle devant les jeunes, mais maintenant, dans les cours de récré et dans les lycées, mais même en collège, il y a un jeu de devinettes pour débusquer qui est homo ou pas. Et en plus pour le bien de la personne, c'est-à-dire qu'après, en groupe de classe, en groupe de parole de classe, en groupe de vie de classe, on va dire « vas-y !» Mais je dis aux élèves, mais de quel droit vous permettez déjà de décréter que parce qu'une personne ne correspond pas à l'image de mec que vous attendez ou l'image de fille que vous attendez, elle est homo? De quel droit vous permettez de coller une étiquette sur la sexualité d'une personne alors que la sexualité de cette personne-là se construit et qu'elle n'est pas définie, elle n'est pas claire? De quel droit vous permettez de dire lui il est homo et il le sera à vie et qu'il va pratiquer, il va rencontrer telle personne et on va lui faire même rencontrer des personnes du même sexe pour que ça y est, ils vivent, ils s'émancipent? Non mais c'est hyper violent, l'étiquette l'homosexuel, c'est hyper violent, c'est finalement nier la sexuation de la personne, son identité d'homme ou de femme, et nier sa liberté. Donc c'est très grave d'étiqueter. Le coming out, c'est présenté comme une démarche de vérité, une grande déclaration d'amour et d'identité, mais c'est une prison. Donc oui, moi je pense que ça me blesse qu'on me présente comme l'homo, parce que je ne suis pas l'homo. L'homo, ça n'existe pas. Je suis Philippe, et alors j'aime bien qu'on reconnaisse mon désir homosexuel. Hein, j'aime bien, parce que il fait partie de moi, mais j'aime pas qu'on m'enferme dedans. Qu'on me dise, parce que t'es homo, tu vas être en couple. Et parce que t'es homo, tu dois pratiquer... parce que là, on me dit que je suis pas homo. Hein. Beaucoup de personnes homosexuelles disent, non, mais parce que Philippe est abstinent, il n'est pas homo. Mais dans ces cas-là, si on réduit l'homosexualité, soit une identité complète de la personne, soit une pratique, on peut virer toutes les personnes homosexuelles. Parce que vu la liste des pratiques qu'il faut faire pour être homo, personne n'arrive à être homo. Hein. Et puis, si on considère que l'homosexualité c'est juste un couple, c'est juste la pratique, qu'est-ce qu'on fait? On considère par exemple que l'adolescent qui n'a pas fait le pas de la pratique est moins homosexuel qu'un mec qui aurait été bi le temps d'une soirée bien arrosée. L'homosexualité, c'est un ressenti, ce n'est pas une pratique. Et ce n'est pas non plus une identité, l'homosexuel. Donc c'est vrai que c'est hyper violent quand on définit les personnes selon leur tendance sexuelle du moment ou selon leur pratique sexuelle. C'est en fait hyper violent et hyper irrespectueux. Pourquoi est-ce que vous vivez chastement? Alors, je vis chastement et je vis une forme de chasteté. Je vis la continence. Parce que tout le monde n'est pas appelé à cette chasteté-là. Mais, enfin, je dis pas, heureusement, je dis pas, je sais pas, mais il y en a qui ont plus le choix. Il y a des personnes qui sont attirées par l'autre sexe, elles ont plus le choix de choisir leur chasteté. Pour autant, après, leur choix d'amour, il reste aussi exigeant que pour des personnes continentes. Je sais pas si je suis clair, je vais essayer de le dire autrement. On est tous appelés à la chasteté. C'est-à-dire, c'est pas l'absence de génitalité ou d'affectivité, mais c'est la juste distance qui permet la relation.
Donc même dans un couple marié, eh bien, le couple marié est appelé à être chaste. Hein. C'est-à-dire à pas se bouffer, à se laisser respirer, quoi. Parce que voilà, c'est quand on se sépare un peu de l'autre que la relation est possible. Si on reste scotché, au départ c'est bien sympa, mais finalement après il n'y a plus de communication et on se bouffe la vie. Donc on a besoin de chasteté. Et même un artiste avec son œuvre d'art, même nous avec nos mots, même un président avec son peuple, voilà, donc on a à vivre la chasteté. Alors après, moi j'ai fait le choix de l'abstinence. De l'abstinence et du renoncement à la génitalité et au couple. Mais bon, j'ai pas éteint mon désir homosexuel, je le donne. Et l'Église me demande absolument pas d'éteindre mon homosexualité, je la donne. Donc et là, moi je me présente comme homo devant vous, je suis extrêmement libre et moi-même, quoi. Et en même temps, j'ai pas apporté la culpabilité de la pratique de mon désir homosexuel, donc finalement j'ai la totale, quoi. J'ai le beurre et l'argent du beurre. Je me présente comme homo et en même temps je ne suis pas enfermé dans une pratique qui m'a insatisfait et qui m'insatisferait, vous voyez, qui me comblerait pas. Donc voilà. Et comme je sens que je peux pas me marier et difficilement être prêtre, eh bien je vis la continence. Mais je ne suis pas un extraterrestre. Parce qu'en plus de ça, certains disent ouais, le choix de Philippe c'est hyper marginal, il parlera à personne, ça dit rien, ça dit rien la chasteté, et puis bon, ça conduit qu'à la frustration. Moi je tiens à vous dire que nous sommes tous abstinents. Tous. Alors après, il y en a qui le subissent, et puis il y en a qui l'assument, et qui mettent de la liberté, mais nous sommes tous abstinents. Même l'homme marié, il passe pas son temps à coucher avec sa femme. À un moment donné, il arrête. Stop. Donc, on est tous appelés à vivre l'abstinence. Après, il y en a qui la subissent, et qui s'appellent les frustrés, et les libertins, à la fois. Et les libertins sont des gros frustrés, même s'ils passent leur temps à dire que non, tout va bien, mais en fait, ils enchaînent les relations parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à satiété. Et puis, il y en a qui assument d'être abstinents. Et eux, ils sont appelés chastes s'ils sont mariés. Donc, ils ne se privent pas de la génitalité, de temps en temps. Ils gèrent, quoi. Ils canalisent. Et puis, ils s'appellent continents s'ils sont soit personnes homosexuelles, soit célibataires consacrés. Et donc, voilà. Donc, moi, j'ai pas fait un choix de ouf. J'ai fait un choix tout à fait humain. C'est humain. On est tous humainement appelés à l'abstinence pour vivre en paix. Vivre en paix et goûter au plaisir. Parce que celui qui ne s'abstient pas, finalement, il goûte même plus à ce dont il se goinfre. Moi, si j'aime le chocolat, mais que à la fin je finis par m'en rendre malade à force d'en bouffer, finalement, je n'aimerais plus le chocolat. Et je savourerai plus. L'abstinence est vraiment au service du plaisir. C'est quand on s'abstient un peu, ou c'est quand on bosse qu'on profite des vacances. Et là, c'est quand on s'abstient de ce que l'on aime, et la génitalité, c'est bon. Hein, mais quand on s'abstient de la génitalité pour vraiment la vivre pleinement, là, et de manière canalisée, c'est là qu'on y goûte.